Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous traversons les Pyrénées. Nous entrons dans l'Espagne de Charles III et Charles IV, dans les salons dorés de la cour de Madrid, dans les ruelles populaires de la capitale et enfin dans les profondeurs les plus obscures qu'un peintre ait jamais osé peindre sur les murs de sa propre maison. Nous allons parler de Francisco de Goya, un homme qui commence sa carrière en peignant des ciels bleus et des fêtes populaires pour les tapisseries de la cour et qui la termine en décorant ses propres murs de visions cauchemardesques. Dieux cannibales, sabbats de sorcières, figures hurlantes dans la nuit. Entre ces deux extrêmes, entre le soleil de l'Aragon et les ténèbres de la Quinta del Soldo, une vie entière de transformation, de crise, de guerre et de silence. Car Goya, à partir de 1792, deviendra sourd à jamais. Et de ce silence forcé naîtra la peinture la plus hallucinante et la plus moderne du XVIIIe siècle. Installez-vous, cette histoire est espagnole, violente, lumineuse et noire, comme la peinture de Goya lui-même. Francisco José de Goya y Lucientes naît le 30 mars 1746 à Fuendetodos, un petit village de la province de Saragosse, en Aragon, perché dans un paysage d'argile sèche et de vignes rares. Ses parents s'y trouvent temporairement parce que leur maison de Saragosse est en travaux de rénovation. Francisco est le dernier des 6 enfants du couple, le benjamin d'une fratrie qui grandit dans une atmosphère d'artisanat et de travail manuel. Son père, José de Goya, est maître d'horreur, un artisan spécialisé dans l'application de feuilles d'or sur des cadres, des autels et des retables d'église. C'est un métier de précision et de patience qui exige le sens de la matière et de la lumière. José travaille notamment pour les chanoines de la basilique del Pilar de Saragosse, l'un des plus grands sanctuaires d'Espagne, alors en pleine rénovation et embellissement. La famille bénéficie ainsi d'une certaine proximité avec les milieux artistiques et ecclésiastiques de la ville. Sa mère, Gracia Lucientes, est issue d'une famille d'hidalgo, une petite noblesse terrienne aragonaise, sans grande fortune mais avec la fierté du nom. Cette double appartenance, artisanat du père, sang noble de la mère, permet au jeune Francisco de naviguer, comme l'écrira plus tard son biographe Nigel Glendinning, aisément entre les différentes classes sociales. La famille rentre rapidement à Saragosse, où Francisco grandit. Son instituteur, le chanoine Pignatelli, décèle en lui des dons artistiques précoces et l'oriente vers son ami Martin Zapate, qui deviendra l'un des amis les plus fidèles de Goya pour toute sa vie. Leur correspondance, qui court sur plusieurs décennies, est l'une des sources les plus précieuses dont nous disposons sur la vie et le caractère du peintre. En 1759, à 13 ans, Francisco entre à l'école de dessin de José Luzán, peintre local formé à Naples, où il apprend les rudiments du métier en copiant des estampes et des gravures. Il y reste 4 ans, produisant essentiellement des peintures religieuses dans la tradition baroque qui règne alors en Aragon. En 1763, il tente une première fois d'entrer à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando à Madrid. Il échoue. En 1766, il retente. Il échoue à nouveau. Ces 2 refus sont des coups durs pour un jeune homme ambitieux. La période qui suit, entre 1766 et 1770, est mal documentée et les biographes l'ont souvent qualifié de picaresque. Goya lui-même évoquera plus tard, dans ses lettres à Zapate, des péchés de jeunesse sans jamais les préciser. On sait qu'il séjourne à Madrid, probablement sous la protection du peintre Francisco Bayeux, un Aragonais comme lui, de 12 ans son aîné, qui avait été appelé à la cour par le grand peintre néoclassique Anton Raphael Mengs. La vie madrilène, avec ses cercles artistiques, ses académies et ses collections royales, lui permet de s'imprégner des maîtres, et notamment des fresques de Tiepolo, qui ornent le palais royal. En 1770, Goya part pour l'Italie. Il s'installe à Rome. En 1771, il participe au concours de l'Académie de Parme avec un tableau représentant Hannibal passant les Alpes. Il obtient une mention honorable. Ses tons heurtés
lui sont reprochés par le jury, qui lui préfère un concurrent plus lisse. C'est une demi-déception, mais les 6 mois italiens sont formateurs. Goya découvre Tiepolo à Venise, Raphaël et Michel-Ange à Rome, et commence à construire sa propre vision de la couleur et de l'espace. Il rentre en Espagne en 1771. À Saragosse, il reçoit enfin ses premières commandes importantes. La décoration de la voûte d'une chapelle de la basilique del Pilar, terminée en juillet 1772, cette fresque, l'adoration du nom de Dieu, lui vaut les éloges de Francisco Bayeux, qui lui accorde alors la main de sa sœur Josefa. En juillet 1773, Francisco de Goya épouse Josefa Bayeux. Elle a 26 ans, lui 27. Ce mariage est une alliance autant qu'un amour. Francisco Bayeux, son beau-frère, est désormais le peintre officiel le mieux placé de la cour d'Espagne, et son soutien ouvre des portes. En 1775, Goya s'établit définitivement à Madrid et obtient sa première grande commande officielle, des cartons pour la manufacture royale de tapisserie de Santa Barbara. Des cartons de tapisserie, des peintures à l'huile représentant des scènes populaires destinées à être reproduites en tapisserie pour les palais royaux, occupent Goya pendant plus de 12 ans. Mais loin d'être un travail alimentaire subi, ses compositions lui offrent une liberté créatrice réelle et un accès à la vie populaire madrilène qu'il observe avec une acuité croissante. Ces cartons évoluent rapidement d'œuvres encore sous influence académique vers des créations d'une originalité saisissante. Dans Le Parasol, 1777, une jeune femme élégante est abritée du soleil par un homme qui tient une ombrelle. Composition simple, lumière méditerranéenne, fraîcheur de touche. Dans La Poule aveugle, 1789, des aristocrates jouent au jeu de collet-maillard dans un parc. Image lumineuse, vibrante, insouciante. Ces tableaux capturent avec une légèreté trompeuse l'esprit du magismo madrilène. Cette mode qui voyait l'aristocratie adopter des costumes et les manières des classes populaires, les majas et les majos. En 1779, il peint le portrait du roi Charles III. En 1780, il est élu à l'unanimité à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. En 1785, il est nommé directeur adjoint de la peinture à cette même académie. En 1786, il devient peintre officiel du roi. En 1789, à l'avènement de Charles IV, il est nommé premier peintre de la chambre du roi. En moins de 20 ans, le fils du doreur aragonais est devenu le peintre le plus important de la cour d'Espagne. En 1792, Goya tombe gravement malade lors d'un séjour à Séville chez son ami et mécène Sebastián Martínez. La nature exacte de cette maladie reste discutée par les historiens de la médecine. Certains évoquent une encéphalite, d'autres un empoisonnement au plomb ou au mercure, d'autres encore une syphilis ou une forme de saturnisme liée à ses peintures. Ce qui est certain, c'est que la crise est violente et dure plusieurs mois, et qu'à son issue, en 1793, Goya est devenu totalement sourd. Il a 46 ans, il ne retrouvera jamais Louis. Le silence dans lequel Goya est désormais enfermé transforme radicalement son rapport au monde, et par conséquent, sa peinture. Lui qui aimait la société, la musique, les conversations animées, les soirées dans les salons madrilènes se retrouve soudainement coupé de tout son réseau sonore. Il doit apprendre à communiquer par écrit, par geste, par dessin. Son regard, déjà aigu, se fait encore plus intense, comme si l'œil devait désormais compenser seul ce que l'oreille ne peut plus transmettre. C'est dans ce contexte de convalescence et d'isolement nouveau que Goya peint en 1793-1794 une série de 11 petits tableaux sur fer blanc, des œuvres libres, non commandées, entièrement personnelles, qu'il décrit lui-même dans une lettre à son ami Bernardo de Iriarte, comme une façon de faire des observations que dans les ouvrages de commande, les caprices et l'invention ne trouvent pas de place. Ces petites peintures représentent des scènes de corrida, d'incendie, d'accidents, de folie. Ce sont les premières œuvres de la période sombre de Goya, celles qui annoncent ce qui viendra. Dans ces années de sa splendeur mondaine et de sa première transformation intérieure, Goya entretient avec la duchesse d'Albe une relation qui a fait couler beaucoup d'encre et de peinture. Maria del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, 13e duchesse d'Albe,
est l'une des femmes les plus riches, les plus puissantes et les plus séduisantes d'Espagne. Elle est aussi l'une des personnalités les plus originales de son époque. Capricieuse, indépendante, cultivée, admiratrice des arts, dont elle était la protectrice généreuse, Goya entre dans son cercle vers 1795 et lui consacre plusieurs portraits. En 1796-1797, à la mort du duc d'Albe, Goya séjourne plusieurs mois dans le palais andalou de la duchesse à Sanlúcar de Baragoza. Leurs portraits, leurs lettres, la duchesse lui écrit avec une familiarité qui surprend pour l'époque, et surtout les fameux dessins de Goya représentant une femme portant ces deux anneaux gravés de son propre nom et de celui du peintre ont alimenté des siècles de spéculation. La question reste ouverte. La duchesse d'Albe fut-elle le modèle de la Maja Desnuda et de la Maja Vestida? Ces deux tableaux qui représentent une femme allongée sur un lit, d'abord nue puis habillée, avec la même pose et le même regard direct qui défie le spectateur. La tradition l'affirme, les historiens sont moins certains, d'autant que la duchesse d'Albe meurt en 1802, à 40 ans, dans des circonstances qui alimentèrent les rumeurs d'empoisonnement, et que l'identification du modèle n'a jamais été formellement établie. Ce qui est certain, c'est que ces deux tableaux conservés aujourd'hui au musée du Prada constituent l'un des diptyques les plus troublants de l'histoire de la peinture, et que leur représentation frontale d'une nudité féminine sans voile mythologique fut suffisamment scandaleuse pour que l'Inquisition espagnole convoque Goya à comparaître devant elle en 1815 pour en répondre. En 1799, Goya est nommé premier peintre de la chambre du roi pour Charles IV, la plus haute dignité artistique du royaume d'Espagne. La même année, il publie une série de 80 aquatintes intitulée Los Capricos, les caprices, une suite de gravures satiriques représentant les vices, les superstitions, l'ignorance et la corruption de la société espagnole de son époque. L'œuvre est vendue dans une boutique de parfumerie de la rue Desenguano à Madrid et retirée de la vente 2 semaines plus tard sous la pression probable de l'Inquisition. Goya s'en tire en offrant les planches originales au roi. En 1800, il réalise La famille de Charles IV, portrait de groupe de la famille royale dans toute sa magnificence officielle. C'est l'un des tableaux les plus commentés de l'histoire du portrait royal. Charles IV, la reine Marie-Louisa, leurs enfants et leurs proches sont représentés en grand apparat, dans leurs costumes les plus riches. Et pourtant, quelque chose cloche. Les visages sont rendus avec une franchise qui confine à la cruauté. Le roi est placide et vaguement ahuri, la reine, que tout Madrid savait être la vraie maîtresse du pouvoir avec son favori Godoy, domine la composition avec une autorité un peu vulgaire. Les enfants ont des expressions ambiguës. C'est un portrait d'apparat qui ressemble à une radiographie impitoyable du pouvoir. Stendhal, de passage à Madrid quelques années plus tard, écrira de ce tableau « Le boucher du coin qui vient de faire fortune ». C'est peut-être excessif, mais c'est dire à quel point Goya avait réussi à faire passer la vérité à travers les conventions du portrait officiel. En 1808, Napoléon envahit l'Espagne. Le roi Charles IV abdique. Son fils Ferdinand VII abdique à son tour. Et Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, est placé sur le trône d'Espagne. Madrid se soulève. Le 2 mai 1808, les habitants de la capitale attaquent les troupes françaises. Le 3 mai, les représailles sont sanglantes. Des centaines d'insurgés espagnols sont fusillés par les soldats français dans les environs de Madrid. Goya, qui a 62 ans, traverse ces événements dans un déchirement intime profond. Il est depuis des années proche des Ilustrados, ces intellectuels espagnols libéraux et progressistes qui avaient accueilli avec sympathie certaines idées des Lumières françaises. Certains d'entre eux collaborent avec le gouvernement de Joseph Bonaparte. Goya lui-même accepte une commande du gouvernement français, mais il est aussi profondément espagnol, et l'horreur de ce qu'il voit autour de lui, la guerre, les atrocités, les brutalités, le bouleversent. Entre 1808 et 1814, il réalise la série des désastres de la guerre. 82 aquatintes représentant les scènes d'une violence et d'une horreur que personne avant lui n'avait osé peindre avec cette franchise.
des corps mutilés, des exécutions sommaires, des scènes de famine et de pillage. Ces gravures ne seront publiées qu'en 1863, 35 ans après la mort de l'artiste. Elles sont considérées aujourd'hui comme l'un des plus grands témoignages visuels des horreurs de la guerre dans toute l'histoire de l'art. En 1814, après la défaite française et la restauration de Ferdinand VII, Goya peint les 2 toiles qui resteront ses œuvres les plus célèbres hors d'Espagne. Le 2 mai 1808 représente la charge des Mamelouks contre la population madrilène, une mêlée sauvage et tourbillonnante. Le 3 mai 1808 représente l'exécution de fusillés espagnols par des soldats français dans la nuit. Un homme en chemise blanche, les bras levés, offrant sa poitrine au fusil, est le personnage central. Derrière lui, d'autres corps s'affaissent déjà. Autour de lui, ses compagnons d'infortune se cachent le visage. À droite, un carré de soldats anonymes, sans visage, réduits à leurs fusils et leurs chacos, fait feu. Cette image du 3 mai 1808 est l'une des images les plus puissantes de toute l'histoire de la peinture occidentale. Manet s'en souviendra pour l'exécution de Maximilien. Picasso s'en souviendra pour Guernica. Elle invente une façon de représenter l'horreur qui n'existait pas avant Goya. En 1819, à 73 ans, Goya achète une maison de campagne en dehors de Madrid, au bord du Manzanares. La maison s'appelle déjà, par une ironie du destin, la Quinta del Sordo, la maison du sourd, à cause d'un précédent propriétaire qui l'était. Goya, sourd, lui aussi, depuis 27 ans, s'y installe avec sa jeune compagne Leocadia Zorrilla Wes, une femme séparée de son mari, et la fille de celle-ci, Rosario. Et là, sur les murs de la salle à manger et du salon, du rez-de-chaussée et du premier étage, Goya commence à peindre. Non pour une commande, non pour un client, non pour la postérité, pour lui-même, pour ses propres démons, pour cette vieillesse sourde et solitaire qui l'entoure. Ces peintures murales, qu'on appelle aujourd'hui les pinturas negras, les peintures noires, sont 14 compositions directement peintes à l'huile sur le plâtre des murs entre 1819 et 1823 environ. Ce que Goya peint sur ces murs est hallucinant. Un géant, Saturne, tient dans ses mains un corps humain dont il a déjà dévoré la tête et commence à croquer le bras. C'est Saturne dévorant un de ses fils, l'image la plus terrible et la plus mémorable de l'ensemble. 2 vieillards, à demi engloutis dans la boue, semblent se disputer ou s'embrasser. Un groupe de figures sombres forme une procession dans le brouillard. Un sabbat de sorcières se tient autour d'un bouc noir dressé. Et dans le tableau appelé le chien, la tête d'un petit chien émerge d'une masse sablonneuse indistincte, dirigeant son museau vers un ciel vide. C'est peut-être l'image la plus mélancolique que Goya ait jamais peinte, et certains critiques en font l'une des images les plus émouvantes de toute la peinture occidentale. Ces peintures n'étaient pas destinées à être vues par le public, personne ne les verra de son vivant, hormis ses proches. Après sa mort, la maison changera de main plusieurs fois. En 1874, le baron Frédéric-Émile d'Erlanger les fait transférer sur toile pour les présenter à l'exposition universelle de Paris de 1878. Aujourd'hui, elles sont conservées au musée du Prado à Madrid. En 1823, la restauration absolutiste de Ferdinand VII, qui supprime la constitution libérale et persécute les libéraux, force Goya à se réfugier dans sa maison en attendant de voir comment les choses tournent. En 1824, il demande un congé médical et part pour la France. Il a 78 ans. Il s'installe à Bordeaux, dans la communauté des exilés espagnols libéraux qui s'y sont réfugiés. Il y retrouve des amis, le dramaturge Leandro Moratin, le juriste José Musquiz, et il y trouve, avec une énergie stupéfiante, le goût de peindre. À Bordeaux, entre 1824 et 1828, Goya produit une série de miniatures sur ivoire, des portraits minuscules d'une liberté de touche extraordinaire. Il découvre la lithographie, une technique d'impression alors toute nouvelle, et réalise la série des taureaux de Bordeaux, 4 lithographies représentant des scènes de corrida d'une modernité formelle saisissante. En 1827,
à 81 ans, il peint La laitière de Bordeaux, une femme sur une mule, dans une lumière dorée, traitée avec une liberté et une fraîcheur qui annoncent l'impressionnisme. C'est l'une de ses dernières grandes toiles. Le 16 avril 1828, Francisco de Goya meurt à Bordeaux d'une attaque cérébrale. Il a 82 ans. Il est inhumé au cimetière de la Grande Chartreuse de Bordeaux, dans le même tombeau que son ami Martin de Goicoechea. En 1901, ses restes sont transférés en Espagne, dans la chapelle de San Antonio de la Florida, à Madrid, dont il avait peint les fresques en 1798. Il y repose toujours, mais sans sa tête. Lors du transfert des restes en 1901, on constata que le crâne manquait, volé par un mystérieux amateur de phrénologie au XIXe siècle. Goya, même mort, conservait son mystère. L'héritage de Goya est immense et ramifié dans des directions que lui-même n'aurait peut-être pas toutes prévues. D'abord, il est le père reconnu du romantisme pictural. Les représentations de la guerre, de la folie, du rêve et de la violence ouvrent la voie à Delacroix, Géricault et toute la peinture romantique française et européenne du XIXe siècle. Delacroix lui rendra explicitement hommage. Ensuite, il est l'ancêtre direct de la peinture réaliste et de la critique sociale en peinture. Ses portraits impitoyables de la famille royale, ses caprices qui raillent la bêtise et la superstition, ces désastres de la guerre qui refusent toute héroïsation du conflit, tout cela préfigure Daumier, Courbet et la tradition du réalisme engagé. Mais surtout, ces peintures noires, ces 14 fresques hallucinées peintes pour lui-même sur les murs de sa maison, sont considérées aujourd'hui comme l'une des préfigurations les plus étonnantes de l'art du XXe siècle. L'expressionnisme allemand, le surréalisme, l'art informel, tous reconnaissent en Goya un précurseur. Picasso, qui l'admirait profondément, a dit de lui « Goya est le premier, le grand premier ». Francis Bacon a étudié ses peintures noires avec une intensité qui se lit dans chaque toile de sa propre carrière. Goya avait commencé en peignant le bonheur des fêtes populaires sous le soleil de Madrid. Il avait terminé en recouvrant les murs de sa maison de cauchemars, peints dans la nuit sourde. Entre ces deux extrêmes, il avait tout vu, tout peint, tout traversé. La gloire et la guerre, l'amour et le deuil, la cour et l'exil. Et il a eu l'audace unique dans son siècle de ne rien cacher. Avant de nous quitter, voici ma question pour vous. Goya a peint les peintures noires sur les murs de sa propre maison, sans commande, sans public, sans autre destination que ses propres yeux et ceux de ses proches. C'est une peinture faite pour soi, dans le silence de la surdité et de la vieillesse. Et vous, pensez-vous que l'art a besoin d'un public pour exister, ou peut-il se suffire à lui-même, fait uniquement pour celui qui le crée? La réponse la plus honnête est peut-être celle-ci. Les peintures noires de Goya, faites pour personne, sont aujourd'hui connues dans le monde entier. L'art le plus intime, le plus privé, le plus désespéré peut devenir le plus universel. Et c'est peut-être parce qu'il n'a cherché à plaire à personne qu'au Goya a touché tout le monde. Merci infiniment de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt.